Bonjour, je dirige un laboratoire de neuroergonomie où on va s'intéresser au fonctionnement du cerveau dans des situations complexes de la vie de tous les jours. Et comme je travaille à l'ISAE Super-Héros, bien évidemment, on a un focus très important sur les pilotes, le cerveau des pilotes, et pourquoi celui-ci peut parfois agir de façon erronée. Et pour mieux illustrer mes travaux de recherche, je souhaiterais vous expliquer aujourd'hui comment l'intelligence artificielle, comment les neurosciences peuvent nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement cérébral dans ces situations complexes, et surtout comment on peut développer des solutions pour améliorer l'interaction entre l'humain et les technologies. Alors, je voudrais commencer aujourd'hui en parlant d'un article assez célèbre qui a été publié en 1956 par George Miller, qui s'intitule « 7 et le nombre magique ». Et il est le premier finalement à avoir montré que le cerveau humain avait des limites. Alors ça nous amuse aujourd'hui, c'est bien acquis, mais à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'on pensait que l'humain était une créature parfaite. Et le test qu'il a réalisé, je vais vous le faire là à l'instant, et vous allez voir une séquence de chiffres, et je vais vous demander de la mémoriser, de bien porter votre attention sur cette séquence de chiffres. Donc là, je vais vous demander maintenant que vous avez porté votre attention de me réciter un maximum de chiffres dans l'ordre. Un peu plus compliqué, est-ce que vous seriez capable maintenant de me réciter la liste à l'envers? Et enfin, est-ce que vous seriez capable d'additionner le second chiffre avec l'avant-dernier chiffre de la première ligne? Vous voyez, ce n'est pas si simple. Et pourtant, une machine, un ordinateur, est capable de faire ça très très rapidement. Alors maintenant, nous allons passer à un autre test qui s'appelle le test de Stroop. Et vous allez me lire la liste de mots suivants. Alors, par exemple, vous allez lire bleu, rouge, etc. Maintenant, vous n'allez pas lire la liste de mots, c'est la deuxième partie du test, mais vous allez me donner la couleur du mot. Si par exemple vous avez le mot bleu écrit en rouge, vous n'allez plus me dire bleu, vous allez me dire rouge. C'est l'exemple que vous voyez là. Et là, par exemple, il faut dire rouge, orange, noir, etc. Donc, essayez de faire le test. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire quelque peu chauffer les neurones. Et puis, on va aller encore plus loin dans la difficulté. On va devoir alterner entre deux consignes. C'est-à-dire que si le mot est souligné, vous allez me lire le mot, et s'il n'est pas souligné, il faut me donner la couleur de l'encre. Par exemple, vous allez dire bleu, ensuite orange, ensuite noir, etc. Essayez de faire le texte. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ce test s'appelle le test de Stroop. Il permet d'évaluer plusieurs choses. D'abord, c'est notre capacité d'inhibition. Pourquoi l'inhibition? Parce que le cerveau marche énormément en mode automatique, et quand vous voyez des mots, on a envie de les lire, ce qui est normal. Et là, je vous demande d'inhiber cet automatisme pour passer à une réponse consciente, et il faut donner effectivement la couleur. Et dans la deuxième partie, voire même la troisième partie, on est allé encore plus loin, on a testé votre flexibilité mentale. Il faut naviguer entre plusieurs consignes. Et ce n'est pas facile. Donc l'inhibition, que l'on a vu, la mémoire de travail dans le premier test, la capacité de mettre à jour des informations en mémoire, la flexibilité mentale, tout ça sont des briques essentielles du cerveau et qui vous permettent, dans votre vie de tous les jours, de planifier vos vacances, votre journée, votre travail. Malheureusement, ces facultés dites exécutives, telles que la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité mentale, elles peuvent être altérées. Alors, en premier lieu par la maladie. Des patients qui ont des lésions du cortex préfrontal, qui est ici, vont avoir énormément de difficultés à faire les tests que vous avez vus. Et ça va se répercuter dans la vie de tous les jours, puisqu'ils auront du mal à faire des choses très simples, comme leurs courses, organiser leur journée. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de 40 ans, on a ce qu'on appelle le déclin cognitif, et petit à petit, nos capacités cérébrales dégringolent pour s'altérer, surtout à partir de, on va dire, autour de 70 ans. Et de même, ces tests-là, vous allez voir qu'on serait beaucoup plus long, et on ressent qu'on a peut-être plus de rigidité mentale, plus de difficultés à prendre des décisions complexes. Donc, comme vous voyez sur l'image, j'ai entouré en bleu la zone qui s'appelle le cortex préfrontal dorsolatéral, qui nous intéresse et qui est le siège en particulier de ce fonctionnement exécutif, de la mémoire de travail, de l'inhibition. Et sous l'effet d'une lésion, vous pouvez perdre ces capacités. Mais aussi, on peut créer des lésions artificielles en, par exemple, utilisant une stimulation électromagnétique. C'est ce qu'on fait en laboratoire. Et suite à cette stimulation, vous allez avoir du mal à prendre des décisions rationnelles, par exemple, à mémoriser des informations, à faire des bons choix. On peut utiliser de la chimie aussi pour éteindre cette zone-là. Et puis, comme vous le voyez, il y a aussi le vieillissement qui vient attaquer l'épaisseur corticale au-dessus de cette zone et qui, à terme, va venir dégrader vos performances.
Ce qui est en revanche très intéressant sur le plan scientifique, c'est qu'il y a de nombreux travaux que l'on a pu mener dans mon laboratoire ou des collègues à travers le monde, et on voit que le stress, vous le savez, peut vraiment perturber votre capacité de prendre des décisions, votre mémoire de travail, arriver à se concentrer. Et quand on place des gens, qu'on va stresser dans des IRM, on va faire des mesures différentes de l'activité cérébrale, on voit que cette zone que je vous ai montrée chez des patients, eh bien, elle est éteinte chez des sujets, on va dire, sains, mais stressés. Et en retour, on va parler de stress débilitant, puisqu'on n'arrive plus à prendre de décisions rationnelles. Alors, si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer une vidéo suivante où vous avez des acteurs qui vont rejouer exactement le texte d'une boîte noire. Et c'est un accident, finalement, il y a une panne qui n'est pas très grave. Mais sous les effets inattendus de pression temporelle, on va voir l'équipage qui n'arrive absolument pas à faire face à l'événement. V2 plus 10. The altimeters are stuck. Hey, altimeters are stuck. Yeah, All of them? this is really new. Keep V2 plus 10. V2 plus 10. The speed. Yeah, The speed. yeah, right. V2 plus 10. What happened? We're not climbing. I'm climbing, but the speed. November 603 Tower, go on. Okay, we declare an emergency. We have no basic instruments, no altimeter, no airspeed indicator. We declare an emergency. Roger, altitude. We don't have. We have until 1,000 feet, approximately 1,700. 1,700. 1,000 feet, roger, roger. You're turning slowly to the right, correct? No, we're keeping course to fly away from the shore. No, we're trying to maintain course. You want course 4, proceed to localizer, right? Correct. No, not yet. Let's Turn solve the right, problem. heading 350, we suggest. Yeah, but we're Take the autopilot out. The autopilots are out. No, autopilots are on. They're not set on. Go to 119.7. Auto throttle is disconnected. Auto throttle's disconnected. Let's see what reads here. Comme vous avez pu le voir dans le film, le stress vient complètement perturber la capacité de l'équipage à faire face à la situation. On voit notamment le commandant de bord qui va persister dans des décisions erronées, irrationnelles, et à tel point que même des alarmes à la fin vont le prévenir qu'il se rapproche du sol, et c'est un tel chaos qu'on peut se demander même si le pilote entend ces alarmes. Donc on voit que le stress il vient perturber la capacité exécutive, de décision, de mémoire, d'organiser sa pensée, mais également ça va attaquer l'attention. On va parler de tunnelisation de l'attention. Et à tel point que, effectivement, on se demande si ce pilote a pu entendre ces alarmes. Et je souhaiterais vous montrer un autre film, encore plus frappant. Vous allez voir un pilote qui fait un atterrissage, ils sont 3 à bord, l'alarme est très saillante, il les prévient qu'il faut sortir le train d'atterrissage, mais ils sont tellement fascinés par la piste et par un atterrissage assez compliqué qu'ils vont oublier de sortir le train d'atterrissage et se poser sur le ventre. Alors, pour comprendre ce phénomène de tunnelisation de l'attention où des pilotes peuvent être amenés, pourtant des professionnels, être amenés à ne pas entendre des alarmes, on a suivi une démarche de neuroergonomie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démarche de neuroergonomie? Finalement, c'est utiliser les outils des neurosciences pour répondre à des questions pratiques de la vie de tous les jours. Et typiquement, notre approche, c'est de commencer à placer des pilotes dans des IRM, dans des scanners, en laboratoire, aller en simulateur de vol et aller enfin en conditions réelles de vol. Et j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec mon collègue et ami Daniel Callan, qui est au Japon, et on s'est amusé à placer des pilotes dans une IRM. Et en particulier, la tâche consistait à faire un vol acrobatique qui devait passer entre des portes. C'était assez compliqué, vous allez voir une vidéo qui illustre ça. Et pendant qu'il passe entre ces portes, à très basse altitude et à trop haute vitesse, il devait répondre à des alarmes. Alors, on a pu analyser les images et on se rend compte qu'effectivement, au moment où ils doivent passer entre ces fameuses portes, comme vous avez pu voir, c'est très difficile. Et finalement, on voit une activation de certaines aires cérébrales, en rouge sur l'image, qui sont liées à un goulet d'étranglement intentionnel. C'est-à-dire que votre cerveau va se fermer, va se focaliser uniquement sur ce qui est important, comme le pilotage. Je pense que c'est peut-être des choses que vous avez pu ressentir, vous, quand vous conduisez votre voiture, et puis c'est tranquille, et puis tout d'un coup, ça va piler devant vous, vous allez devoir freiner, éviter la collision, et vous serez incapable d'écouter la radio, de continuer à discuter avec les gens qui sont avec vous dans la voiture. Eh bien, c'est la même chose qui se passe pour le pilote. Pour aller plus loin dans la compréhension du phénomène, nous avons pu utiliser des outils d'intelligence artificielle, comme la théorie des graphes. Et ça nous permet de comprendre
les liens entre différentes aires cérébrales, notamment entre ce réseau d'étranglement attentionnel et le cortex auditif, comme vous le voyez sur l'animation. Et ce qu'ont montré les résultats, c'est que finalement, le cortex préfrontal, et en particulier une partie de ce réseau d'étranglement attentionnel, va venir littéralement couper les entrées auditives. C'est ce que vous voyez en bleu sur l'image. Le cortex auditif est éteint. Et de fait, le pilote devient sourd, il ne peut plus entendre les alarmes. C'est une chose de faire des expérimentations en IRM, c'en est une autre de montrer que le phénomène peut exister dans des situations plus réalistes. Et ainsi, on a mis nos pilotes dans un simulateur de vol, on a créé des conditions assez effroyables avec de la fumée, on a simulé un feu dans le cockpit, un atterrissage difficile, et on a pu faire manquer à des pilotes pourtant expérimentés 50% des alarmes. On a fait la même chose en conditions réelles de vol, où encore une fois on a équipé nos pilotes avec des capteurs d'imagerie cérébrale, portables comme l'électroencéphalographie, et là on s'est rendu compte que c'est un phénomène extrêmement précoce, c'est-à-dire qu'en 100 millisecondes, après l'apparition de l'alarme, le cortex auditif va se couper. C'est véritablement un mécanisme complètement automatique qui échappe à la conscience. Mais pour vous prouver qu'il n'est pas nécessaire d'être pilote, d'être face à des situations extrêmes pour ne plus entendre des alarmes, pour ne pas avoir des informations pertinentes, je vous proposais l'expérimentation suivante avec un magicien. Donc, est-ce que vous seriez capable de découvrir les tours du magicien? Et aussi, pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre tête, finalement, nous allons demander à une participante qui sera équipée d'un eye tracker qui va permettre de mesurer ses mouvements oculaires, de voir comment le magicien peut jouer avec votre attention pour vous berner. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui a plu à des milliers de femmes. Ça a plu aussi à des centaines d'hommes. Je ne les sors pas souvent. Ce sont mes boules. Donc, on a donc 2 boules ici et une personne qui est assise à ma droite qui s'appelle Hélène et qui a plus ou moins quel âge? 42 ans. Donc, d'après ce qu'a dit le chercheur Frédéric Dehé, elle est en déclin cognitif. Bien. Donc, nous avons ici donc 2 boules, la droite et la gauche. Vous pouvez les toucher. Bien. Alors, 2 boules, la droite et la gauche. Laquelle vous préférez? La droite? Parfait. Donc, on va prendre la boule droite ici. D'accord? On la pose ici. Et on prend la boule gauche ici. Et au contact des 2 pouces, juste des 2 pouces, la boule peut voyager d'une main à l'autre. Alors, la première fois, les gens restent tellement surpris qu'ils n'osent pas applaudir. Mais la deuxième fois, ils se lâchent comme des fous. D'accord? Et c'est là où vous devez applaudir. Voilà, parfait. Donc, on va le refaire. Donc, 2 boules, la droite et la gauche. Laquelle vous préférez? Parfait. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre main? La plus propre. Parfait. Donc, la boule gauche, ici. Parfait. Alors, très important, quand je vous pose la boule, vous fermez bien la main sur la boule. OK? Allez-y, sur la boule. Et au compte de 3, on va le refaire une dernière fois. 1, 2, 3. La boule peut passer d'une main à l'autre. Yes, yes, yes. Bien. Donc ça, c'était juste pour jouer un petit peu avec le cerveau. On va passer à une étape supérieure. Donc, j'ai ici un papier unique, un papier magique. J'ai ici le papier hygiénique. Dans cette petite poche noire qui est assortie à la veste, au t-shirt, au pantalon. J'ai ici un papier hygiénique. Je vais vous demander, Hélène, de faire une boule, s'il vous plaît, de sortir, voilà, et d'en faire une boule. Ok? Oui, bien sûr, allez-y, faites une boule. Impeccable. Et donc, vous pouvez ouvrir votre main. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous demander de me dire dans quelle main se trouve la boule. Ok? Donc ça va être la première. On va en faire une plus grosse. Ok, une plus grosse. Et on va finir avec le rouleau. Très important, toujours me dire dans quelle main se trouve. Petit test. 1, 2, 3. Où se trouve la boule? Bien, parfait, parfait. On va faire un peu plus compliqué. On va rajouter une difficulté. 1, 2, 3. Où se trouve la boule? Non, elle est là. D'accord, mais il faut bien se concentrer. Hein. On recommence. Où se trouve la boule? Allez, on y va? Non, elle n'est pas là. Si elle n'est pas là? Non plus. Alors, on va prendre une plus grosse boule. 1, 2, 3. Où se trouve la boule? Ici. Non, elle est là. Elle est là. Concentrez-vous. Allez, on y va une dernière fois. Où se trouve la boule? Là. Non, elle n'est pas là non plus. D'accord, maintenant, on y va avec le rouleau. Un rouleau. Hélène, un rouleau. 1, 2, 3. Où se trouve le rouleau? Ouais, bien, on est bon, non, tranquille. On recommence une dernière fois. Où se trouve le rouleau? Où? Sous le bras. Sous le bras? Non, il n'y a rien. L'autre bras? Non, non plus, il n'y a rien.
Il n'y a absolument rien. Tout a disparu, entièrement tout. Et le plus incroyable de tout ça, c'est que les boules ont disparu, mais le t-shirt noir aussi. Bah si, il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci. Donc ce qu'on va créer en fait avec le premier effet qui est celui des boules, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on va donner une information, des suggestions au cerveau pour habituer le cerveau justement à voir la boule qui se trouve dans une main et créer un geste naturel en fait sur l'autre main. Ce qui va permettre de créer la surprise avec le temps d'avance et la focalisation d'attention. Donc là, vous pouvez voir le petit cercle rouge, donc Hélène ici à ma droite, qui regarde, qui touche les boules. Je lui ai demandé d'en choisir une, donc de focaliser son attention sur une seule et unique boule. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle choisit, donc elle prend la boule droite. Et vous pouvez voir que ses yeux, en aucun cas, quittent la main droite. Elle regarde très peu la main gauche, ce qui permet moi de me faire la passe magique pour justement surprendre le public en ayant un temps d'avance. On va répéter donc cette expérience-là d'une deuxième fois. Et je demande à ce moment-là des applaudissements du public, ce qui, moi, me permet d'avoir un temps d'avance sur ma future charge. Et Hélène, du coup, regarde le public et ne me regarde plus. Donc, je focalise toute son attention sur le public et sur les boules. Et là, on recommence l'expérience. Donc, elle va rechoisir une boule, mais cette fois-ci dans sa main, pour qu'elle puisse vivre l'expérience, en fait, magique. Et on va rajouter une difficulté, puisqu'elle a la responsabilité, justement, de bien tenir la boule dans sa main, ce qui va générer du stress. Et elle ne va plus regarder donc l'autre main, ni moi, mais juste sa main, comme vous pouvez le voir maintenant avec le petit cercle rouge qui va s'indiquer sur sa main. Voilà, effectivement. Donc ensuite, une fois qu'on a fait, on a conditionné un petit peu le cerveau à ces boules-là, donc on va passer à un autre exercice qui en fait est tout simple, c'est de focaliser l'attention donc sur le reste de la main et tout ce qui est autour ne va plus exister. Et la démonstration finale, c'est notamment le t-shirt qui devient blanc, puisque je précise bien que la poche noire est de la même couleur que de la veste, que le t-shirt, que le pantalon, pour bien accentuer justement cette information-là. Donc on commence, je lui montre donc des boules en papier. Là, en aucun cas, elle regarde le t-shirt blanc, et pourtant il a déjà changé de couleur. Donc je lui demande de deviner dans quelle main se trouve la boule. Le papier toilette à la fin, qui est en fait vraiment beaucoup plus visuel. Donc la petite boule juste pour réchauffer. Donc elle croit que son exercice est de deviner dans quelle main elle se trouve. À aucun cas, elle peut imaginer qu'on va jeter les boules par-dessus sa tête, et même devant son regard. Voilà, je lui demande de choisir une bonne boule. Je lui mets un petit peu de pression aussi sur le choix et de se dépêcher, parce qu'on a parlé qu'on n'avait pas énormément de temps. Elle recommence, donc à chaque fois, elle devine bien la boule. La deuxième fois, elle ne devine plus la boule. Là, je rajoute une difficulté puisque j'ouvre les mains, donc la difficulté rajoute aussi un niveau de stress supplémentaire. Là, elle est totalement perdue, elle ne comprend pas. J'en prends une autre directement pour ne pas lui laisser la possibilité de réflexion sur le tour de magie. Voilà, elle a encore disparu. Et là, on prend vraiment le papier toilette. Et même le papier toilette, elle ne le verra pas. Là, elle pense qu'il est sous le bras. Effectivement, elle est sous le bras. Donc, on induit cette idée-là, on suggère cette idée-là. Et là, elle est jetée, elle ne le voit pas au-dessus de sa tête. Et effectivement, le tour de magie fonctionne comme ça. On vient de donner énormément d'informations au cerveau qui n'ont pas permis d'être traitées en temps et en heure, ce qui me permet, moi, d'avoir un temps d'avance et de créer justement cette magie. Voilà, et pour l'explication du t-shirt, eh ben, vous ne la saurez pas, puisque le magicien garde toujours ses secrets. Alors la question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a compris tout ça? Vous avez vu, vous avez des limites. Un pilote peut avoir des limites, et ça peut avoir des conséquences relativement redoutables. Alors évidemment, une idée, vous avez vu l'eye tracker, c'est peut être extrêmement intéressant d'équiper un cockpit avec ce type de technologie. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir ce qu'a vu le pilote de ce qu'il n'aurait pas vu. Et encore une fois, on peut utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour apprendre à reconnaître ces états dégradés d'attention, de fatigue, de tunnelisation de l'attention. Et vous voyez, dans la vidéo qui passe en ce moment, vous avez un réticule qui montre exactement où se pose le regard du pilote. Et ça marche très bien en conditions réelles de vol. Donc, il y a finalement un pas très petit à franchir pour intégrer ce genre de technologie dans le cockpit. Mais l'idée, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les technologies d'imagerie, que j'ai par exemple utilisées dans le simulateur en conditions réelles de vol, pour vraiment comprendre l'état du cerveau? Alors ça s'appelle développer des interfaces cerveau-machine passives. Pourquoi passives? Parce qu'on va faire des mesures sur vous, et avec l'aide d'intelligence artificielle, en temps réel, on va essayer d'estimer si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes préoccupé
par quelque chose de pas important. On va pouvoir informer la machine. Et cette machine aussi va avoir une deuxième brique d'intelligence artificielle, c'est-à-dire un système décisionnel qui, en fonction de ce qu'il a vu de votre état, va adapter le cockpit. D'accord ? Ce serait finalement l'idée d'un copilote électronique, comme vous, quand vous êtes en voiture, vous êtes passager, vous êtes passagère, vous voyez que votre conducteur est en train de s'endormir, vous n'allez pas lui crier dessus. Pourtant, c'est ce qui se passe dans le cockpit. Quand une situation critique se produit, énormément d'alarmes vont tomber. Là, l'idée, vous allez peut-être taper sur l'épaule du conducteur ou de la conductrice. Si en revanche, le conducteur n'a pas vu un piéton qui va traverser la route, ben vous allez peut-être crier, montrer du doigt. Donc vous, en tant que passager, passagère, vous allez être intelligent, vous allez adapter votre message pour capter l'attention de votre conducteur. Donc c'est exactement ce qu'on a pu faire dans le cockpit. On a réalisé des expérimentations comme tout à l'heure, où on a équipé nos pilotes avec des capteurs d'imagerie cérébrale, et on a appris à des algorithmes de machine learning donc qui apprennent à reconnaître que ce que c'est qu'un cerveau qui entend une alarme, que ce que c'est qu'un cerveau qui n'entend pas une alarme. Et on arrive à 70% à prédire si le pilote va répondre à l'alarme. On est allé encore même beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait une alarme, on voudrait être capable de prédire si le pilote pourrait y répondre. Ce serait intéressant de dire si dans 10 secondes, 15 secondes, il y a une situation critique, est-ce que mon cerveau de mon pilote serait dans l'état d'y faire face? Et encore une fois, on avait pu utiliser des techniques assez poussées d'intelligence artificielle pour, d'une certaine manière, remonter dans le temps du cerveau et être capable de prédire sa capacité à faire face des alarmes. L'idée, pour être encore plus réactif avec le cockpit, on s'est amusé à remonter dans le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, avant qu'il y ait une alarme, observer un cerveau et sur la base de son activité, prédire si le pilote pourrait répondre à l'alarme. Et si on est capable de faire ça, c'est assez intéressant puisqu'on pourrait, à l'avance de phase, dire s'il y a une alarme, ça ne sert à rien d'envoyer du son s'il n'est pas capable de l'apercevoir. Pourquoi pas envoyer du visuel, du tactile. Et c'est ce qu'on a fait en utilisant des algorithmes de machine learning assez poussés. On a réussi à effectivement remonter dans le temps et prédire 3, 4, 5 secondes à l'avance si un pilote serait capable de répondre à une alarme. Et c'est ce qu'on voit dans la vidéo suivante, où on a pu réaliser des expérimentations dans notre plateforme volante, où le pilote est équipé d'un capteur d'électroencéphalographie, et en temps réel, vous avez les algorithmes qui prédisent la capacité du pilote à répondre à de futures alarmes. Donc, dans le cadre d'Anity, ce que l'on souhaite faire, c'est améliorer encore plus ces algorithmes de prédiction. Je vous ai dit, 70%, c'est très bien pour détecter si un pilote entend une alarme ou pas, mais ce n'est pas suffisant pour la sécurité aérienne. Il faudrait être à 100%. D'où l'idée dans Anity de travailler en équipe avec des spécialistes de l'intelligence artificielle, des spécialistes du traitement du signal, des spécialistes des neurosciences, pour vraiment trouver de nouvelles solutions pour augmenter la qualité de ces algorithmes. Et enfin, il y a toujours quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a toujours un mystère, c'est pourquoi de temps en temps une personne va réussir à faire face à une situation compliquée et pourquoi le lendemain ou l'après-midi, cette personne va se montrer débordée. Et là, c'est l'intelligence artificielle, comme l'apprentissage par renforcement inverse, qui va nous aider à vraiment comprendre toute cette dynamique et pourquoi celle-ci peut de temps en temps échouer. Et puis si on arrive à comprendre ça, eh bien, peut-être qu'aussi ça va nous aider à faire des algorithmes bio-inspirés, c'est-à-dire quand on comprend pourquoi le cerveau marche bien, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de cette logique-là pour développer de nouveaux algorithmes.